Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus à ce webinaire pendant lequel je vais essayer de décrypter un peu un des outils les plus connus pour la web perf, à savoir PageSpeed Insight. Alors, PageSpeed Insight ou PageSpeed, son petit nom. Alors, on n'a pas beaucoup de temps et puis je vais essayer de ne pas vous endormir. Donc, on va essayer d'aller vite et de voir les points principaux, c'est-à-dire qu'est-ce que PageSpeed Insight, comment je dois interpréter ces chiffres à chaque fois que je lance un test et accessoirement à quoi ça correspond. Et enfin, que penser des recommandations qui me sont livrées. Alors, déjà, si vous êtes là, j'imagine que vous connaissez à minima PageSpeed. Ça veut donc dire que vous vous souciez un peu de la vitesse de votre site. C'est bien. C'est bien parce que vos utilisateurs aussi, ils se soucient de la vitesse de votre site. Si votre site n'est pas assez rapide, c'est connu, c'est simple, ils s'en vont. Donc, il y a des études qui ont été faites, celle-là, elle date d'il y a quelques années. Au bout de 3 secondes, la moitié de vos utilisateurs s'en vont s'il n'y a pas de contenu qui arrive. C'est même un des critères les plus attendus par les internautes mobiles en ce qui concerne les sites web. Donc c'est vraiment contre toute attente, le design du site n'est qu'un n'est cité qu'à 24% dans les réponses des internautes comme attente principale pour un site web. Donc vraiment, la vitesse, c'est le critère premier. Donc vous avez bien raison de vous intéresser à la vitesse. Et puis, c'est pas comme si Google vous y incitez pas, hein. Donc oui, Google veut des sites rapides. Alors, principalement pour trois raisons. La première, alors c'est des raisons non officielles, hein, ça n'engage que moi, mais la première, c'est optimiser le temps de crawl de Googlebot. Alors que pour que ça soit les deux parties du crawl, hein, il y a une partie basique qui récupère le code HTML et puis une partie rendering où il y a un navigateur qui va réellement charger votre site. Et bien, avoir un site rapide permet d'économiser des ressources chez Google. La deuxième raison, elle est un peu plus indirecte. C'est si les utilisateurs se sauvent quand le site est lent, avoir des sites rapides permet d'éliminer le critère vitesse dans le taux de rebond et d'avoir un taux de rebond qui correspond réellement au contenu. C'est-à-dire que je clique sur un résultat de recherche. Si je reviens ensuite, si mon site était super rapide, bah, je peux conclure que c'est globalement, je suis revenu parce que le contenu n'était pas intéressant. Et donc, ça permet vraiment d'affiner l'algorithme et d'avoir des résultats plus pertinents, que ce soit en SEO ou bien en SEO. La troisième raison que vous partagez avec lui, c'est la satisfaction utilisateur. Bien évidemment, vous voulez avoir un site rapide pour vos utilisateurs, mais Google aussi veut un site rapide parce que dans votre cas, ça va jouer principalement sur le taux de conversion, le taux de rebond, etc. Mais dans le cas de Google, ça va aussi servir à afficher plus de publicité dans son réseau. Donc les gens qui voient un site rapide restent en général plus longtemps sur un site, voient plus de pages, donc il y a plus d'impressions, ça favorise le business principal de Google qui est la publicité. Alors, on pourrait juste imaginer qu'ils veulent un monde plus rapide, hein, mais bon, j'y crois pas trop. En fait, Google vraiment propose tout un écosystème d'outils qui vont du moins technique au plus technique. Donc, dans le domaine de la web perf, on peut commencer par Chrome, hein. Chrome qui est un outil qui est grand public, que tout le monde utilise et qui a été lancé sur le seul critère de la vitesse. Ça, nous, il y a 10-15 ans, Chrome a été lancé il y avait des immenses affiches dans le métro pour dire, ben voilà, le Chrome est le navigateur le plus rapide et on fait tout pour que ça soit rapide. Ensuite, il y a les sites comme Test My Site qui permet de rapidement avoir une estimation de l'impact qu'aurait l'accélération de mon site sur mon business. Donc là, c'est vraiment des outils destinés aux gens du métier. Et puis, on a ensuite dans chaque outil qui permettent de suivre un peu le trafic de son site, on a des parties qui concernent la web perf. Dans Google Analytics, par exemple, on a un bout de rapport qui concerne la vitesse du site. Alors, c'est pas très évolué, c'est pas un vrai outil web perf, mais ça permet d'avoir déjà des données.
dans la Search Console, on avait les outils de crawl dans l'ancienne version, et puis aujourd'hui, on a des outils concernant des erreurs sur la vitesse et qui sont liés un peu aux données que je vais vous présenter. Et puis, bien sûr, on a PageSpeed Insight, qui est la porte d'entrée principale pour avoir des infos sur la vitesse de son site. Alors, on a aussi Lighthouse et le Chrome UX Report, auxquels nous, on va s'intéresser. Et en fait, PageSpeed Insights, c'est un regroupement, c'est une synthèse de ces deux outils, Lighthouse et le Chrome UX Report. Lighthouse, c'est vraiment un outil de test qui permet de mesurer à un instant T les métriques WebPerf. Et le Crux, le Chrome UX Report, c'est vraiment des choses plus c'est quelque chose de plus real user monitoring. Donc là, on va collecter de la donnée sur des milliards d'internautes pour essayer d'avoir de la donnée WebPerf. C'est vraiment des outils. Alors, le truc, c'est Lighthouse, c'est des outils que vous pouvez utiliser indépendamment. Dans l'écosystème WebPerf, comment ça se place? Il y a des outils de test, donc les WebPage tests, GTmetrix, Yellow Lab Tools. Je rentre une URL, je lance un test et puis j'ai des données, ça me donne une sorte d'audit automatisé et des rapports et des mesures, et puis je peux agir en conséquence. Il y a des outils qu'on appelle de synthétique monitoring. Donc là, vous avez des sondes qui vont tourner à intervalles réguliers toutes les 15 minutes et qui vont, dans un contexte donné, vous dire, bah voilà, votre page, elle met tant de secondes à charger sur telle métrique. Et puis, chaque fois que vous faites une mise en prod, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est posé sur votre site, bah, vous allez voir l'évolution de ces métriques. Ça vous permet de corriger, de vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur la WebPerf. Et puis, il y a la version Real User Monitoring, où là, l'idée, c'est vraiment de mettre un beacon sur chaque page de votre site et puis de collecter de la donnée WebPerf et de l'agréger et pouvoir dire, bah, par exemple, 15% de mes utilisateurs voient un spin index de moins de 2500. Et les outils Google dans ce paysage, ils se situent sur la partie test pour PageSpeed Insight et Lighthouse, et plutôt sur la partie Real User Monitoring, même si c'est limité, pour Google Analytics et le Chrome UX Report. Alors, que mesure PageSpeed Insight? D'abord, comment ça se présente? Il suffit d'aller sur la page d'accueil de PageSpeed Insight. On tombe sur le formulaire qui annonce la couleur. On veut faire les pages les plus rapides sur tous les devices. On rentre l'URL qu'on veut tester. On clique bien sûr sur le bouton Analyze. Et puis, au bout de 20-30 secondes, on obtient un rapport complet découpé en 3 parties. Première partie, le score. C'est un score global. Deuxième partie, des mesures. Donc, sur certaines métriques, ça va sortir des secondes, des millisecondes, etc. Et puis, troisième partie, des recommandations, avec une estimation des impacts. On a ce rapport pour la partie mobile qui est présentée en premier et pour la partie desktop qui est présenté dans un autre onglet. Il suffit de cliquer sur Desktop. Alors, en testant l'URL d'un site, donc PageSpeed donne un score compris entre 0 et 100, donc un pour mobile, un pour desktop. En général, le score desktop est bien meilleur que le score mobile. En fait, ça vient des conditions de test. Les conditions de test choisies pour le mobile, c'est un mobile moyenne gamme. C'est un Moto G4, c'est une connexion 4G qui n'est pas terrible, qui n'est pas du tout représentative de ce qu'on a en France, par exemple. Donc ça s'apparente plus à de la 3G un peu rapide. Donc ça fait que le site se charge plus lentement, tout simplement. Et ça explique, c'est ce qu'on rencontre aussi dans la vraie vie. Hein. Les sites mobiles sont en général plus lents que la version desktop. Et ça explique aussi les taux de conversion plus faibles sur mobile. Alors, comment on peut se situer avec ce score? On a une échelle en bas
où on nous dit, bah voilà, entre 0 et entre 1 et 49, vous êtes mauvais, entre 50 et 89, vous êtes moyen, et puis au-dessus de 90, vous êtes bon. Ainsi, si vous avez 0, ça veut dire que le Lighthouse n'a pas réussi à lancer le test, et donc il faut recommencer. Il y a aussi des cas où Lighthouse est bloqué, puisque c'est des petits robots, hein. Il y a aussi des cas où Lighthouse peut être bloqué par des solutions de bot management, des WAF, des Datadog, etc. Donc le score vient, lui, de l'outil Lighthouse. Et en fait, ce truc est incroyablement compliqué, voire tordu. Alors ça, je vais quand même essayer d'expliquer rapidement comment ça se calcule. Déjà, il y a plusieurs versions. Alors, on est aujourd'hui en transition entre la version 5 et la version 6. Le calcul du score se base sur une moyenne pondérée de scores obtenus sur un ensemble de métriques données. Donc, par exemple, dans la version actuelle, on se base sur du First Contentful Paint, Speed Index, First Meaningful Paint, TTI, etc. Et dans la version actuelle, par exemple, le Time to Interactive prend une part énorme dans cette moyenne pondérée, puisque ça prend 33%, ça compte pour 33% du score. Donc, par exemple, dans la version 6 qui est en bêta, on n'a pas tout à fait les mêmes indicateurs, on n'a pas tout à fait la même répartition. Et si je prends le même FCP, le même Speed Index et le même Time to Interactive, je passe d'un score de 68 à 86. Donc vous voyez que finalement le choix de comment je calcule mon score est hyper impactant pour le ressenti utilisateur. Entre j'ai un site qui est 68, bon c'est moyen, et j'ai un site qui est 86, je me rapproche du 90, je suis pas mauvais. Il y a une différence. Comment on calcule le score pour chaque métrique? Parce que on a un score, on a un score qui est une moyenne pondérée des scores sur chaque métrique. Comment on calcule ce score sur chaque métrique? Alors là, ça devient du délire. C'est vraiment, vraiment compliqué. La formule, les formules qui sont là vous montrent que c'est pas complètement trivial. Retenez juste que ça se base sur l'ensemble des mesures qui sont faites sur la base de HTTP Archive, qui est une espèce de base de données où on va lancer pour des millions d'URL des tests et qui vont collecter de la donnée. On prend la meilleure métrique et celle-là, on lui attribue la note 100. Et puis après, on découpe tous les résultats avec des percentiles. Et grosso modo, pour avoir 90, il faut être dans les 5% des sites les plus rapides pour la métrique en question. Donc c'est assez dur d'être dans les premiers, mais à la limite, pourquoi pas, c'est un peu élitiste. Mais le pire, je trouve, c'est que pour avoir seulement 50, il faut être dans les 25% les plus rapides. Donc entre 5% et 25%, bah, votre note elle évolue entre 50 et 90. Donc ça, c'est pas incroyable, c'est un peu sévère, et moi je trouve que c'est un peu biaisé. Alors, je vous ai parlé de métriques WebPerf, et c'est la base de calcul de Lighthouse. Juste essayer maintenant de comprendre ce que sont ces métriques WebPerf, et j'ai essayé de les figurer sur ce qu'on appelle un film strip. C'est la représentation du chargement d'une page au cours du temps. C'est comme si on prenait des photos. Alors, le film strip n'est pas écoulé réparti, c'est-à-dire que là, on part de 0 secondes à 4 secondes avec des intervalles qui bougent un peu. Mais bon, c'est histoire de vous montrer un peu quelles sont les métriques qu'on mesure. Il y a une métrique qui est importante, c'est le time to first byte, c'est le moment où le navigateur reçoit un octet. C'est plutôt important pour le SEO, mais Lighthouse PageSpeed n'en tient pas compte. Ensuite, on a des métriques plus liées à l'affichage, Start Render, FCP, donc First Contentful Paint, Largest Contentful Paint, First Meaningful Paint, Speed Index. Tout ça, c'est des métriques qui sont liées à l'expérience utilisateur et qui sont des métriques d'affichage. Donc, on veut que le contenu s'affiche le plus rapidement possible. Donc, le FCP, ça va donner le moment à partir duquel il y a quelque chose qui apparaît. Voilà. Le LCP, c'est le contenu le plus large qui apparaît sur la page. Le First Meaningful Paint, on essaie de déterminer quel est le
celui qui a le plus de sens sur la page. Et enfin, le speed index, c'est vraiment, ça mesure le rythme d'affichage de la page. Donc, toutes ces mesures-là, toutes ces métriques-là ne sont pas forcément disponibles dans Lighthouse. Il y a plutôt le FCP, le LCP et puis le FMP. Ensuite, on a des métriques qui vont plutôt concerner l'interactivité, parce que c'est bien beau d'avoir une page qui s'affiche vite, mais il faut avoir une page sur laquelle on peut aussi interagir rapidement. Et donc, on va avoir des métriques plutôt First CPU Idle, FCI, qui va donner le moment à partir duquel le processeur est libre et je peux interagir. Le First Input Delay qui va mesurer le temps de réaction du serveur, du navigateur quand je clique, à n'importe quel moment. Je peux cliquer à n'importe quel moment. Je peux cliquer le navigateur est occupé, auquel cas j'attends 500 millisecondes, ou bien je peux cliquer le navigateur est pas occupé et j'attends 20 millisecondes. Et bien évidemment, on préfère attendre 20 millisecondes que 500 millisecondes quand on fait une action sur une page. Et puis, il y a le time to interactive qui estime le moment à partir duquel la page elle est utilisable sans de façon constante. Alors, dans la partie mesure, elle se découpe en deux parties. La première qui concerne les field data, donc c'est plutôt une partie Real User Monitoring. Cette partie, elle s'appuie sur le Chrome UX Report. Et puis une partie plus lab data, donc qui est plus quelque chose de l'ordre de GTmetrix, Web Page Test. On fait un test ponctuel et puis on regarde ce que ça donne. Alors, sur la partie Real User Monitoring, donc les données sont issues du Chrome UX Report. Donc, ça ne concerne qu'une partie des utilisateurs, qu'une partie de votre audience. Hein. D'abord, c'est des utilisateurs forcément Chrome. Donc, ce n'est pas la totalité de votre population. Par exemple, les iPhones qui utilisent Safari ne sont pas dedans. Donc, forcément, c'est un peu comme du Real User Monitoring, mais c'est tronqué. C'est tronqué aussi parce que ça présente que deux métriques. Là, on présente que du First Contentful Paint et du First Input Delay. Alors, c'est un choix. On a choisi une métrique expérience utilisateur affichage et expérience utilisateur interactivité. C'est bien, ça permet d'avoir assez rapidement le sentiment de est-ce que mon site s'affiche vite et est-ce que mon site est responsive. Le problème, c'est que alors, on vous donne une répartition, hein, on dit, ben voilà, on a 57% des utilisateurs qui sont fast sur le FCP, 36% qui sont moyens, et puis 7% qui sont mauvais. Le problème, c'est plus la valeur qu'on vous présente, qu'on vous extrait de cette répartition, puisqu'en fait, on vous propose le 75e percentile du First Contentful Paint, c'est-à-dire que 75% des utilisateurs ont un First Contentful Paint qui est meilleur que ce qu'on vous propose comme extraction de métriques. Et puis, pour le First Input Delay, c'est encore pire. C'est-à-dire que 95% des utilisateurs ont un score meilleur, ont une valeur meilleure que 416 millisecondes. Donc, c'est un choix qui est assez bizarre. Sachez aussi que si l'audience de votre site elle est confidentielle, vous ne verrez pas cette partie-là, puisque il faut avoir une certaine audience pour que Google s'intéresse à votre site, le rentre dans la base de données et commence à collecter des données de web. On a ce report pour une URL, mais on peut aussi avoir pour l'intégralité du site en cliquant sur Show Origin Summary. Donc la répartition fast, moderate, slow, elle est faite comme ça. Et juste par exemple sur l'exemple précédent qui concerne le first input delay, pour que vous vous rendiez bien compte à quel point c'est un peu la présentation, elle est un peu biaisée. Si on regarde la distribution, on a 92% des gens qui sont soit en fast, soit en moderate. Ça veut dire que 92% des gens ont un first input délai inférieur à 300 millisecondes. Et pourtant, ce qu'on présente et ce qu'on met en avant comme mesure, c'est 416 millisecondes qui tombent dans les 8% forcément, puisque c'est les 95e. Donc c'est un peu orienté quand même, c'est un peu sévère. En ce qui concerne les lab data, ça correspond à ce que font les outils comme Web Page Test, GTmetrix ou Yellow Lab Tools.
Mais là encore, on est dans le sévère parce que les conditions de test sont un peu sont plus dures que les conditions des internautes. Il faut noter 2 points importants, c'est les centres de test sont pas forcément localisés proche de votre origine. Donc, il y a plusieurs localisations pour ces centres de test. Donc, si vous avez un site français et que je teste votre site français depuis les US et que vous n'avez pas prévu ça parce que vous n'avez pas d'audience aux US, eh bien forcément votre site sera plus long pour un utilisateur aux US parce qu'il faudra traverser l'Atlantique. Donc il y a ce paramètre-là qui joue pour essayer de corriger ça. De toute façon, les tests, ils ne sont pas faits en conditions réelles, ils ne sont même pas simulés. Ils sont faits, en fait, ils sont lancés avec des serveurs, et puis on applique sur les valeurs qu'on a récupérées des ratios qui sont précalculés. On a fait des ABAC, et ça permet à Google de moins utiliser de ressources et d'avoir des résultats plus rapidement. Par contre, en termes de fiabilité, bon, ça peut se discuter. Et dernier point, on voit max potential first input delay. Bien évidemment, pour mesurer un first input delay, il faut qu'il y ait une action d'un utilisateur. On doit mesurer quand je clique, quand je scroll, combien de temps le navigateur met à répondre. Et ben, dans le cas d'une sonde, bien évidemment, il n'y a pas d'utilisateur et donc on estime un FID et donc cette valeur est à prendre avec des pincettes. Alors, les recommandations. Alors, dans les approximations, on n'a pas tout vu. Les recommandations données par l'outil, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que, alors, bon, moi, ce qui me concerne, c'est vraiment la partie du report que j'aime le moins. Et même Google le dit, hein, attention, ça n'affecte pas directement ce que je vais vous dire n'affecte pas directement le score que je vous présente. Donc, attention, prenez ça avec des pincettes. Donc, les recommandations elles sont divisées en 2 parties. Une partie qu'on appelle Opportunities, une partie Diagnostics. Alors moi, Opportunities, pour moi, c'est plus les quick wins. Ça permet de faire des choses qui vont permettre d'avoir des résultats plus rapidement. Donc ça, c'est à rapprocher des outils classiques, encore une fois, comme Web Page Test ou plus GTmetrix ou même d'Airboost qui peut donner des recommandations. Donc là, ou Yellow Lab Tools, donc là, l'idée, c'est de vous donner des recommandations basées sur une analyse du code et du chargement de la page. D'accord, donc ça a ses défauts puisque, bien évidemment, on n'a pas l'œil de l'expert. Il donne aussi ce qui va bien, mais par défaut, cette partie-là, elle est repliée. Donc, ben, en général, on la regarde jamais. Puis c'est pour savoir qu'on a minifié notre CSS ou notre JavaScript. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Alors, dans les opportunités, on peut cliquer, dans chaque reco, on peut cliquer sur chaque reco et ça explique un peu plus en détail le conseil. Donc, ça c'est pas mal parce que ça permet d'apprendre quand même pas mal sur les règles, les règles WebPerf. Le problème, c'est sur les impacts estimés. Et alors là, excusez-moi, mais c'est complètement fantaisiste parce que penser que sur le site d'Amazon en mobile, parce que je vais faire du differ of screen images, ça veut dire globalement du lazy loading, je vais gagner 8 secondes, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, par exemple, si je passe mes images qui sont en PNG, je les passe en WebP, je vais gagner 146 kilos, j'y crois pas trop, et surtout je vais gagner 5 secondes. Croyez-moi, on n'a pas vu des sites gagner 5 secondes, même en mobile, juste parce qu'ils avaient changé toutes leurs images de JPEG à WebP. Alors, moi, je vais faire des recos sur les recos. Je vais faire, si je devais en favoriser certaines, j'ai pris un extrait de ce que ressort assez souvent
Lighthouse PageSpeed. Et donc, si je devais en favoriser certaines, ça donnerait ça. En fait, je pense que vraiment, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est éliminer les ressources qui bloquent le rendu, donc avoir le moins de JS possible, le moins de CSS possible qui se charge de façon asynchrone. Tout ce qui se charge de façon asynchrone, il faut le charger de façon asynchrone. Tout ce qui se charge de façon synchrone, il faut le charger de façon synchrone. Et ça va vraiment améliorer tout ce qui est métrique, FCP, etc. L'easy loading permet de gagner pas mal puisque on va charger, on va pas charger du contenu qui n'est pas visible. Bien évidemment, si vous avez un serveur qui répond en une seconde ou en 2 secondes, jouer sur la réponse du serveur vous fera gagner automatiquement 1 à 2 secondes sur toutes les métriques qui arrivent ensuite. Donc c'est hyper important. Mais une fois que vous avez fait ce travail-là, ça peut beaucoup d'impact. Et par contre, il y en a quelques-unes où l'impact il est mineur. Par exemple, le format WebP n'a pas été démontré comme étant un accélérateur incroyable de performance. Faire des règles de cache efficaces, oui, très bien. Mais c'est pas ça qui va vous faire progresser dans votre score WebPerf. Faire du preload, du pre-connect, du prefetch, que sais-je, c'est bien, mais c'est pas ça que vous devriez faire en premier. Donc la conclusion, c'est plutôt méfiez-vous. Allez, on a un peu le temps. Quelques mots sur Fastorize, mais vraiment très rapide. Donc, ce que fait Fastorize, on fait du front-end optimization. C'est moi-même qui ai créé cette société il y a quelques années. Et auparavant, j'étais CTO de ruedecommerce.com. On est partenaire du Journal du Net, où on fait depuis 5 ans maintenant, même plus, tous les mois, on publie un classement des sites, des plus grands sites de France en termes de rapidité. On est aussi co-organisateur et sponsor d'un événement qui s'appelle Wheel of Speed, qui parle d'une journée qui parle de WebPerf. Et on traite aujourd'hui plus d'1 milliard de pages vues par mois et on fait économiser pas mal de temps à nos internautes. On parle pas mal sur la WebPerf, on a un blog, on a des livres blancs, dont des nouvelles éditions sortent régulièrement. On fait du sponsoring. En sponsoring, un des outils que je vous ai cité qui s'appelle Yellow Lab Tools que je vous conseille d'essayer. On a une agence on a des agents web page test, on a une instance privée web page test. On fournit l'agent web page test pour Paris, pour le web page test.org. Bref, on est dans la communauté WebPerf. On travaille avec principalement des sites de e-commerce d'un peu toutes les tailles, un peu tous les secteurs. Et globalement, on est une solution SaaS qui accélère l'affichage des sites web, 100% compatible avec tous les navigateurs, tous les devices et complètement agnostique du CMS utilisé, le tout drivé par des experts WebPerf. Donc comment ça fonctionne? C'est un CDN nouvelle génération, c'est un proxy dans le cloud. On se met entre l'internaute et les serveurs web d'origine et de façon transparente, on va réécrire le code HTML pour appliquer toutes les bonnes pratiques WebPerf et donc appliquer ce que demande Lighthouse dans ou PageSpeed Insight dans ses recommandations. Ce qu'il vous conseille de faire, eh bien, Fastorize l'applique de façon automatique, plus ou moins automatique. Donc là, on voit par exemple, j'ai listé un certain nombre de recommandations que j'ai extraites de PageSpeed Insight et on voit que voilà, on remplit une bonne partie des recommandations que Lighthouse vous demande d'appliquer. Voilà, en conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est vraiment un outil c'est un marchepied pour la WebPerf. C'est souvent mis en avant par Google, mais qui me semble un peu compliqué pour une personne novice, qui n'a pas conscience de ce qui est en dessous de ces résultats, et puis finalement pas assez intéressant pour un expert pour toutes ces raisons, parce que c'est des résultats qui sont difficilement reproductibles. Vous lancez 3-4 fois des analyses PageSpeed à des moments différents, puis vous allez voir à quel point c'est pas reproductible. Ils en sont conscients, hein. Il y a de la documentation dessus qui explique pourquoi. Mais donc du coup, c'est l'inverse d'un outil de monitoring. Des mesures lab, donc de tests,
qui sont estimés et pas simulés. Le mieux, c'est quand même de prendre un vrai, le truc ultime, c'est quand même de prendre un vrai téléphone et puis de simuler le chargement d'une page et puis de mesurer ce qui se passe. Il n'y a pas meilleure condition que ça. Des mesures RUM qui finalement concernent qu'une partie de la population, hein, des utilisateurs Chrome qui ont donné leur accord pour que leurs données soient collectées, etc. Et puis particulièrement sur mobile, puisque la part de marché, alors ça dépend dans quel secteur vous êtes, quelle région géographique vous êtes, mais la part des iPhones n'est pas négligeable. Et donc ça veut dire qu'on oublie toute cette partie-là des utilisateurs, donc c'est pas vraiment du real user monitoring. Des estimations d'impact qui sont, j'ai pas peur de le dire, fantaisistes, et puis des choix un peu sévères, des choix sévères, puisque vous avez vu, on vous présente des mesures, des résultats qui sont dans le 95e percentile de vos utilisateurs. Donc c'est un premier pas dans la WebPerf, mais c'est pas un outil de monitoring. Donc par pitié, n'utilisez pas ça comme un outil de monitoring et utilisez vraiment ça comme un outil pour ce que c'est. Et puis avec des résultats relativisés. Donc vraiment ça, PageSpeed Insight propose un système de notation assez sévère. L'intérêt, c'est que ça pousse aux optimisations WebPerf, donc on va pas s'en plaindre, hein, c'est une bonne chose, mais il faut vraiment pas le prendre au pied de la lettre. Faut plutôt le prendre comme un des moyens pour améliorer ses temps de chargement. Et nous, ça fait partie de la panoplie des outils qu'on a à notre disposition quand on veut auditer un site web. Et donc, de mon côté, rien ne remplace l'avis d'un expert pour savoir quelles optimisations appliquer et comment. Donc là, Fastmarket, c'est clair, peut vous aider. On a une offre d'audit et d'accompagnement et puis une offre software as a service où là, on applique directement toutes les bonnes pratiques sans se poser de questions. Voilà, si on devait retenir une seule chose, c'est si vous avez un score dans le rouge sur PageSpeed Insight, c'est qu'il faut se pencher sur les optimisations WebPerf. Et voilà. Donc là, c'est vraiment, là, c'est que c'est vraiment, il y a un problème. Mais n'essayez pas d'en sortir plus d'informations que ce qu'il est capable d'en dire. Voilà, j'ai terminé. Alors... Super. Merci Stéphane. Du coup, on a eu quelques questions pendant ta présentation. Alors, je vais retourner dessus. Donc, la première question étant de Nicolas. Souvent, ce sont les scripts externes qui plombent les performances. Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques pour Tag Manager? Alors, oui, il y a des bonnes pratiques. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elles rentrent dans les recommandations fournies par PageSpeed Lighthouse. Il y a des bonnes pratiques. Une des bonnes pratiques, alors globalement, ça rentre dans une vraie stratégie sur partisan. Donc, c'est un chantier à part entière dans le domaine de la WebPerf. Et globalement, les quelques recos que je peux donner, c'est essayer d'héberger votre tag manager sur votre propre site et donc de ne pas faire une connexion à un site à côté qui serait dont lequel vous dépendez. C'est-à-dire que si ce site tombe, ça fait tomber votre site. De ne pas charger les tags d'A/B test dans le tag manager. Ça, c'est un classique qu'on voit très souvent parce que le navigateur a besoin de charger. On ne voit pas le tag d'A/B test. Charge d'abord le tag manager, exécute du JavaScript, découvre qu'il y a un A/B test, lance l'A/B test et tout ça, c'est fait de façon bloquante et donc ça retarde d'autant plus le first contentful paint. Donc, il faut vraiment sortir ces choses-là. Le plus on peut faire d'asynchrone, le mieux c'est. Et puis, s'il y a des choses qui ont réellement besoin d'être synchrones ou réellement besoin d'être lancées au tout début, faites des petits paquets. Faites des petits paquets, identifiez réellement ce dont vous avez besoin au tout début de la page. C'est vraiment très rare d'avoir besoin de choses qui se situent au début de la page en synchrone. Même les outils d'analytics aujourd'hui, si vous avez un site suffisamment rapide, il n'a pas besoin justement d'être au tout début de la page.
Merci. On a ensuite une question de Gabriel qui demande s'il y a un script de lazy loading officiel à utiliser. Non. Alors, oui et non. Les specs de l'attribut lazy loading ont atterri. Elles sont pas implémentées, c'est pas implémenté dans tous les navigateurs. Il suffit aujourd'hui de mettre un lazy load quelque part, enfin, pour les images, pour que le navigateur considère que c'est des images à ne pas charger tant qu'elles ne sont pas visibles. Mais ça n'est pas, c'est tout neuf, ça n'est pas implémenté partout. Et sinon, les solutions de lazy loading, il y en a pléthore. Aujourd'hui, il faut prendre des solutions un peu, entre guillemets, nouvelles. Si vous deviez retenir un nom, c'est Intersection Observer. C'est un mécanisme dans le navigateur qui permet de bien savoir, enfin, d'être plus efficace pour détecter la visibilité d'un élément. Et donc, prenez des solutions de lazy loading qui sont basées sur Intersection Observer et laissez tomber tout ce qui est polyfill pour les vieux navigateurs. Ok, super. On a plein de questions. Il y a Arnaud qui nous demande si le raisonnement doit être mobile first. Oui, oui. Le raisonnement doit être mobile first. Alors peut-être la situation, je n'ai pas parlé de la situation actuelle, peut-être la situation actuelle a un peu chamboulé les rapports entre mobile et desktop sur ces dernières semaines, puisque on était confinés, on a peut-être plus utilisé notre desktop que notre mobile, mais c'est pas une situation qui est destinée à perdurer, en tout cas je prie. Et donc le mobile représente une très grande part du trafic sur la majorité des sites. Et c'est malheureusement là où on a les taux de conversion les plus faibles parce qu'on n'a pas pensé notre site en mobile first. Et puis, dans tous les cas, les acteurs, enfin l'acteur principal qui va driver un peu votre bise, là, Google, lui, il est mobile first. Que ce soit pour son index, que ce soit pour ses tests de perf, etc. Donc, oui, mobile first. Xavier nous demande que penser des déclarations récentes de Google qui minimisent l'importance des temps de chargement sur le ranking. Ah bah, il a raison. Alors c'est quelque chose qu'on a, nous, on a présenté ces dernières années et on a eu toujours une position assez claire là-dessus. C'est qu'il est très facile de montrer l'impact de la web perf sur le crawl, c'est-à-dire que tout le monde a vu ces courbes dans la Search Console. Je ne sais pas si tout le monde les a vues, mais on peut qu'on s'intéresse au sujet. Tout le monde a vu ces courbes dans la Search Console ou quand le temps de téléchargement de mon HTML diminue parce que j'ai fait une modification sur mon back-end où j'ai mis du cache ou que sais-je. Quand ce temps diminue, j'ai tout de suite un nombre de pages crawlées plus important, mais j'ai pas forcément l'impact sur le ranking. On a même essayé, nous, avec des clients, de suivre des positions en ayant mis Fastorize et puis de suivre des positions. Et il y avait un impact, mais on est un peu incapable de dire est-ce que ça vient de la web perf ou pas, puisque c'est très difficile de faire du test AB, à la différence du taux de conversion, où là on peut faire des tests AB avec et sans accélération. Donc déjà c'est compliqué de démontrer qu'il y a un impact. Et puis c'est forcément c'est un des critères, des centaines de critères qui existent dans l'algo de Google. Enfin, je suis même pas sûr qu'on puisse parler d'algo puisque l'intelligence artificielle maintenant. Mais en fait, ce qu'il faut plus retenir, c'est la notion de contexte. C'est-à-dire que si vous êtes un site si vous êtes, tous vos concurrents sont dans un moussoir de poche en termes de web perf, sont tous à 2 secondes, et puis d'un coup, vous allez vous détacher sur une des métriques FCP à 1 seconde, là, vous pouvez potentiellement avoir un impact parce que toute chose étant égale par ailleurs, le contenu, le SEO tech, tout ça étant égal par ailleurs, vous allez pouvoir vous détacher juste avec ce. Ça vaut pour les autres critères aussi. Donc, on ne peut pas dire que parce que vous avez mis un bon title, vous allez exploser en termes de référencement. Ça vaut aussi pour la web performance.
Merci. Mathieu aimerait savoir, d'après ton expérience, quels sont les 3 premiers critères qui plombent la performance des sites e-commerce? Le JavaScript. Euh, euh, je préfère une réponse un peu bizarre en disant alors premier le JavaScript, deuxième le JavaScript, troisième le JavaScript. Ça serait pour comme ça j'ai pas à réfléchir. Non mais le premier c'est le JavaScript. Le deuxième c'est ce que je pourrais on voit aussi régulièrement des temps de réponse serveur qui peuvent être améliorés. On est une solution, Fastorise, on est plutôt côté front-end, mais clairement, on a des solutions de cache qui permettent de raccourcir ces temps back-end. Et donc, ça a un impact même quand on a un back-end qui répond en 500, 700 millisecondes. Quand on arrive à le faire répondre en 200 millisecondes, on a gagné déjà une demi-seconde. Donc, c'est pas neutre, mais ça demande des investissements assez conséquents. Et qu'est-ce que je pourrais vraiment éliminer tout ce qui est contenu bloquant, enfin, tout ce qui est chargement synchrone. Ça peut être les polices, ça peut être du CSS, il y a trop de CSS, mais principalement du JavaScript. Je ne sais pas si j'ai à peu près les trois. Olivier qui demande les données FCP et FID sont donc pessimistes par défaut sur l'audience analysée. Oui, carrément. Oui. Vraiment, alors le FID encore plus parce on affiche le 95e percentile. Hein. Je reviens à mon slide ici. Alors, où est-ce qu'il est Voilà. Si je reviens à mon slide, globalement, là, pour ce first input délai, j'ai 80% de mes utilisateurs qui ont un first input délai inférieur à 100 millisecondes, qui est plutôt pas mauvais. Mais pourtant, ce qu'on me présente, c'est 416 millisecondes. Donc il faut, si on ne retient que 416 millisecondes, si on retient que cette mesure qu'on a extraite là, c'est biaisé. Donc c'est vraiment pessimiste. Donc il vaut mieux avoir ses propres outils pour pouvoir sortir ces données-là, avoir ses propres outils de real user monitoring et faire ses propres distributions. Donc par exemple, je peux m'intéresser au FID sur la médiane de mes utilisateurs. Dire, voilà, 50% de mes utilisateurs ont un FID inférieur à temps. Ou bien, je peux aussi m'intéresser au 90e ou 95e percentile parce que je peux décider que j'ai envie de suivre cette métrique-là, ce percentile-là, pour être sûr que quasiment l'ensemble de mes internautes ont une expérience, ont une bonne expérience, mais on ne peut pas choisir juste ce 95e percentile pour suivre la webpack. Il faut avoir une idée de la distribution complète de la métrique. Alors justement, en parlant d'outils, Margot nous dit, vous parlez de nombreux outils. Si vous deviez n'en conseiller qu'un, lequel ce serait? Serait-il? Lequel serait-il? Alors, un seul outil. Alors, ça dépend parce que ça dépend. Je m'avance pas, mais comment je pourrais un seul outil. Il y a les outils n'ont pas la même comment dire, la même finalité. On peut utiliser l'outil pour moi de référence pour analyser une page, c'est WebPageTest. Je veux comprendre ce qui se passe sur une page dans un navigateur, je lance WebPageTest. Je ne me pose pas de questions. J'ai 1 milliard d'options, 1 milliard d'outils qui me permettent de bien voir ce qui se passe. Après, il y a des outils un peu plus évolués comme Yellow Lab Tools qui permettent d'aller un peu plus dans le détail. Je lance des fois effectivement un Lighthouse pour voir des choses que les deux autres ne me montrent pas. Mais voilà, pour le test, WebPageTest, pour moi, c'est la référence. Après, pour le monitoring, il y a des outils qui sont assez simples d'accès, qui permettent de mettre un pied dans la webperf assez facilement.
et puis de partager ces données WebPerf avec entre métiers et techniques. Moi, j'aime bien les petits Français chez nous, que sont Airboost et Quentin. Voilà, je leur fais de la pub. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment des outils sympas pour faire pour avoir du monitoring de perf. Après, si on veut aller un peu plus loin, s'il y a des choses où on veut aller encore plus loin, il y a également Speedcurve avec qui on travaille et qui fait à la fois du synthétique et du real user monitoring. Trouver des bons outils de real user monitoring globalement sympa, et c'est des solutions qui sont en général qui sont chères, mais qui arrivent dans des contextes où la maturité WebPerf est importante. Merci. On finit avec 2 questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite. On vous répondra par email ou par téléphone si besoin. Question de Patrice. Existe-t-il des benchmarks de perf entre des librairies Bootstrap ou autres? Il me semble que oui. Il y a d'ailleurs un article assez récent sur l'impact des frameworks. Et il me semble que c'est Adi Osmani qui a écrit ça. Je l'ai vu passer il y a une semaine ou deux. Note le nom et le contact. Peut-être que je lui renverrai la page parce que c'est vraiment très récent. Il y a une semaine ou 10 jours, j'ai vu passer ce comparatif justement en plus sur les frameworks type React, Angular, Vue, etc. Justement sur les différentes stratégies de chargement des single page application. Donc c'est intéressant. Et après sur sur les frameworks plus type Bootstrap, je suis pas sûr. Ce sont des comparatifs de WebPerf, il y en a pléthore. Hein, donc on peut trouver. Et puis tant qu'on fait pas ces tests soi-même, moi je crois à rien. Et alors la dernière question qui est plus axée sur nos offres de Philippe qui nous demande à quand une offre pour les PME. Il a donc pu voir qu'on proposait des offres pour les trafics supérieurs à 1 million et il demande si on prévoit de faire quelque chose pour les sites avec un trafic inférieur à 1 million. Je te laisse répondre. À moins que tu veux que j'y réponde, mais Non, pour l'instant, comme c'est ce n'est toi pas. qui Non, mais pour l'instant, ce n'est pas vrai. On sur a la eu, partie SaaS, on a mais eu une offre. On est. En fait, si vous êtes si vous êtes à la limite des 1 million, on peut prendre en compte votre demande. Il faut bien comprendre le positionnement de Fastorize. On est une solution software as a service, bien sûr, mais on vous accompagne. Et cet accompagnement a un coût. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut pas vendre ça à 29 € par mois. Sinon, on s'en sortirait pas. Donc, on a vraiment ce positionnement de OK, vous souhaitez accélérer votre site. C'est pas juste vous brancher parce que tout ce qu'on met en place est assez les règles sont assez complexes. Il y a pas mal de paramétrages, donc il faut de l'accompagnement. Donc tout peut s'étudier, hein, bien sûr. Si votre site fait 800 000 pages vues, peut-être que vous avez des moyens peut-être de rentrer dans notre pricing à l'année. Voilà, sachant que c'est des budgets, ça reste des budgets assez conséquents, qui peuvent être intéressants quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas de développeurs sous la main ou notre agence qui peut être un peu chère. Philippe, si besoin, on peut en reparler en dehors du webinaire. On a aussi une offre audit, si peut-être que ça peut répondre à vos besoins. Et on nous demande vraiment la toute dernière question. Est-ce que c'est possible d'avoir les plages IP au domaine utilisées par PageSpeed Insight? Alors, il y a un article qui a essayé de le faire. C'est un poil compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est examiner ses logs. Donc, globalement, il faut prendre l'AS de Google, donc Autonomous System Number. L'AS de Google, généralement, on le whitelist dans ces outils WAF ou Firewall. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet de faire la différence entre les petits malins qui se font passer pour Lighthouse en mettant dans le user agent Chrome Lighthouse
et puis les vrais Google. Les vrais outils de Google viennent forcément des IP de Google qui sont dans des AS connus, donc des ensembles des classes d'adresses IP qui sont connus. Donc, rentrez ces AS dans votre outil WAF ou cette liste IP dans votre outil WAF, et puis vous êtes sûr que ce sera Google qui vient et pas. Ça vaut aussi pour Googlebot, ça vaut à tous les outils Google. Comme ça, vous allez éliminer un paquet de petits rigolos qui se font passer pour Googlebot ou Lighthouse. Mais voilà, cherchez plage d'adresse IP AS, grand A, grand S Google, et puis vous trouverez ces plages d'adresse IP. Et des fois, dans les outils Firewall ou WAF, vous avez directement vous pouvez directement choisir l'AS de Google. Super. Merci pour toutes tes réponses, Stéphane. On a fait le tour des questions. Merci à tous. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire un email. Merci à tous.